Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce premier Facebook Live. Alors, vous savez que nous avons traversé une période inédite avec la crise sanitaire, les conséquences dans notre vie pratique. Et ça nous a obligés à réfléchir aux modalités de campagne. On ne peut plus aller vers vous, frapper à vos portes, vous rencontrer dans la rue, organiser des réunions publiques. Donc, il nous faut être inventif. Voilà, d'où ce Facebook Live. Et l'idée nous était venue d'ailleurs avant le 15 mars, avant le confinement, puisque j'avais prévu un meeting au Cursal et on commençait à parler de cette épidémie du Covid-19 et j'avais été conduit, j'avais été d'ailleurs le seul à le faire, à annuler cette réunion publique. Et on avait transformé en Facebook Live, qui avait été déjà pour nous une belle expérience, mais je crois aussi pour les internautes une grande satisfaction. Il y avait beaucoup de monde avait suivi cet échange et finalement, on s'est dit on va reproduire ces Facebook Live. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle on est là ce soir. Alors, ce qu'on vous propose, c'est un format qu'on sera sans doute amené à répéter en lien avec l'actualité. C'est un format court de 20 minutes au cours duquel, évidemment, j'ai à m'exprimer, évidemment, en tant que tête de liste de la liste Choisissez Besançon, puisque nous sommes maintenant à moins de 2 semaines de l'élection, mais aussi un certain nombre d'invités, des colistiers, bien entendu, et puis aussi des invités, comme je le disais. Alors, Mathieu, c'est toi qui vas animer cette séquence, et puis je suis heureux aussi d'accueillir Tatiana Dubko, qui connaît bien l'international. Merci d'être là, Tatiana. Patrick Verdier, qui connaît particulièrement bien l'entreprise, qui en suit beaucoup des entreprises et dans la période, il nous dira sans doute les difficultés et ce qu'il faut faire pour la suite. Et puis notre invité, Simon Bouillot, qui aussi présentera son activité économique florissante. Voilà, donc merci à vous toutes et à vous tous. Et on y va. Mathieu, je te redonne la parole pour suivre le fil de l'émission. Voilà, alors concernant le fil de l'émission, on va faire le débrief du débat France 3 qui a eu lieu aujourd'hui à 18h entre toi et puis tes adversaires pour le second tour des municipales. Donc on va d'abord parler des changements qui ont eu lieu pour la campagne liés au confinement, au coronavirus, les conséquences économiques pour les Byzantines, les Byzantins, la sécurité et puis pour finir les vêtements et enfin on répondra aux questions des internautes. Alors peut-être que tu peux commencer par nous faire un petit point sur les évolutions de la campagne. Oui, alors c'était un peu d'ailleurs la question de la journaliste, de Catherine Emziri. Sa première question, c'était qu'est-ce que ça a changé pour vous, cette crise? Et j'ai pu faire le parallèle finalement entre ce que ça a changé dans ma vie au quotidien, à la fois de parlementaire, mais aussi de médecin, et la révision de notre programme municipal, à la fois sur le plan économique, sur le plan de la santé et sur le plan des solidarités. Sur le plan économique, j'ai été en contact avec beaucoup de monde du milieu économique et le gouvernement, un peu l'interface, pour que la loi d'urgence qui a été votée puisse être adaptée à la situation des entreprises. Sur la partie santé, j'ai repris mes activités de médecin et j'ai contribué modestement à ma part avec la médecine de ville et la médecine hospitalière. Le mot d'ordre, c'était en ville, prenez en charge le maximum de personnes pour qu'il n'y ait pas un afflux à l'hôpital, qu'on puisse s'occuper des gens les plus gravement atteints. Et puis, d'un point de vue des solidarités, ça a été l'occasion de mettre en place notre fameuse banque du bénévolat. On ne pensait pas la mettre en place sitôt, avec Karima Rochdi qui en a pris la tête temporairement, et pour rendre des services, fournir des ordinateurs aux enfants défavorisés et d'autres choses. Peut-être rappeler ce que c'était à la base la banque du bénévolat. Ah oui, parce que effectivement, la banque du bénévolat, c'est une banque de dons de soi, en fait, de temps disponible, de bénévolat, d'entraide pour les personnes qui ont des besoins. Donc, ils ont pu récolter des ordinateurs, mettre à disposition des enfants, faire de l'interface entre des fabricants de masques, enfin artisanaux, des connaissances à nous, et des gens qui avaient besoin de masques, les commerçants par exemple, ou encore fournir des repas à des gens déshérités. Voilà, donc c'est parti et ça montre que cette proposition était pertinente. Elle marche déjà. Qui a bien fonctionné oui, pendant le confinement. Voilà. On va aborder maintenant le sujet économique, la crise économique qu'on commence à connaître à Besançon et qui va certainement continuer de s'étendre. Simon Viau, donc chef d'entreprise byzantin, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des conséquences que tu as eues, que tu as pu voir sur Besançon et puis de ce que tu penses qui est nécessaire à apporter comme réponse à cette crise? Alors, bonsoir tout d'abord, je suis ravi d'être parmi vous. Moi, en tant que dirigeant d'entreprise, je suis un privilégié parce que mon entreprise n'a pas subi aucun contre-coup. Au contraire, on a travaillé à bloc pendant tout le confinement, tout simplement parce que notre métier, c'est de s'occuper des personnes âgées. Donc, vous comprenez bien les uns et les autres qu'on n'a pas
de beaucoup de temps à nous. Mais ce qui me semble évident par rapport à la situation de Besançon, c'est qu'en fait, les milieux économiques sont extrêmement divers. Et on sait que, par exemple, dans la restauration ou dans les commerces, on sait que la situation peut être très compliquée. Et moi, je pense par exemple à des amis. On a créé l'entreprise il y a un peu plus de 10 ans à la boutique de gestion à Palante. Et le bureau d'à côté de nous, c'était des amis qui s'appellent toujours Fred et Daniel, qui ont créé une entreprise dans la métallurgie. Maintenant, ils sont installés, ils ont grandi, ils sont installés à Grandfontaine. Je sais qu'ils ont des très 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 grandes difficultés parce que leur donneur d'ordre, c'est beaucoup la chaîne industrielle qui s'est arrêtée. Ça veut dire qu'eux, ils ont 7 employés. Ils ne savent pas comment ils vont terminer le mois. Et quelque part, les entreprises, par rapport à cette crise, c'est un peu comme les êtres humains. C'est-à-dire qu'on a des fragilités qui ne sont pas les mêmes, des histoires qui ne sont pas les mêmes et un avenir qui est différent. Et je pense que c'est très important d'être capable de comprendre cette diversité-là parce qu'on sait très bien que pour certains, ça va être compliqué. Et par rapport à Eric, moi ce que j'ai envie de souligner, et c'est la raison pour laquelle déjà je le connais depuis très longtemps, je l'apprécie en tant qu'homme, et c'est pour la raison pour laquelle je le soutiens, c'est que je pense qu'il faut être en dialogue avec les entreprises. Parce que les dirigeants d'entreprise, ils n'attendent pas du maire de diriger à leur place. Je veux dire, ils sont dans un dialogue en interne à leur entreprise, avec les salariés, et je crois que le maire n'a pas forcément à s'immiscer là-dedans. Par contre, ils en attendent quoi ? Ils en attendent un dialogue et être capable de comprendre et de fixer des grands enjeux. Et moi, il me semble que ce qui se joue dans cette élection, c'est un peu la vision qu'on a d'entreprise. C'est-à-dire que je regarde quelles doivent être les alternatives, parce que maintenant, il faut choisir. Donc, il faut choisir qui va diriger la ville pendant 6 mois. Pendant 6 ans. 6 ans. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a un peu, d'un côté, une vision un peu, j'allais dire, CGT, avec un certain nombre de gens qui sont très engagés dans un combat qui n'est pas contre l'entreprise, mais qui, des fois, avec une vision comme un peu déformée. C'est-à-dire que l'entreprise, elle est là pour financer, et puis c'est tout. Et puis de l'autre côté, on a une vision qui est un peu la vision MEDEF, qui est parfois un peu caricaturale, y compris avec des gens qui se positionnent comme des futurs adjoints, qui ont été condamnés pour insultes aux inspecteurs du travail. Donc c'est quand même pas neutre. Et moi je pense que la ville, elle a besoin d'avoir un homme de dialogue qui soit capable d'être de façon équilibrée, d'avoir un vrai dialogue et de comprendre et d'être quelque part un peu au centre de ça. C'est pour ça que je dis souvent que Eric, pour moi, il est au centre de cette élection, parce qu'il me semble être de loin le mieux à même d'avoir une compréhension des enjeux de l'entreprise, et puis où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on va à court terme, parce qu'il y a une vraie urgence, et où est-ce qu'on va à long terme ? Parce que le maire, qu'est-ce qu'il fait ? Il travaille notamment sur l'urbanisme. Il va créer des zones d'activité. On sait qu'il y a des très gros déséquilibres. On sait qu'il y a des vrais enjeux par rapport à l'avenir. C'est quoi l'entreprise dans 15 ans, dans 20 ans ? Comment on va préparer les crises qui arrivent ? Parce qu'on va en avoir d'autres, des crises. Donc voilà, c'est tout ça moi, que j'ai envie de dire. Ce dont j'ai envie de parler avec Eric et ce pourquoi je lui fais confiance. D'accord, super, merci Simon. Et d'ailleurs, à propos de la relance économique, Eric, je crois que tu as lancé cette campagne avec une conférence de presse assez forte sur le sujet, un plan de 120 millions d'euros. Patrick, toi qui es dans le domaine économique, est-ce que tu pourrais nous en dire un mot ? Et puis Eric complétera éventuellement. Donc effectivement, les entreprises vivent une crise économique énorme. Il faut imaginer, depuis le 16 mars, plus de chiffre d'affaires, plus de chiffre d'affaires depuis le 16 mars, des charges de structure à payer, des trésoreries qui s'effondrent, et aujourd'hui un chiffre d'affaires qui ne reprend pas, donc beaucoup d'inquiétudes. Alors c'est vrai que l'État a mis en place de nombreuses mesures, donc le premier plan, avec les prêts de sauvegarde, de prêts de sauvegarde économique, avec la PGE, des mesures aussi de fonds de solidaire, et puis d'autres mesures comme le chômage partiel, activité partielle. Il y aura un deuxième plan qui sera donc mis en place dès juillet par le gouvernement, mais le rôle de la collectivité, c'est après. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises, ils ne sont pas sûrs de survivre sur les prochains mois. Donc c'est pour ça que la collectivité doit sauver ses entreprises, sauver ses emplois aussi de son territoire, sauver aussi les compétences du territoire aussi. Donc c'est pour ça que l'enjeu d'investissement de 120 millions est important. Donc effectivement, alors, on peut demander d'où on va prendre les 120 millions. Donc effectivement, il y a les collectivités, l'État, les fonds européens aussi, puisque l'Europe donne aussi beaucoup dans ce domaine-là. Il y a aussi l'investissement privé aussi, qui va pouvoir capitaliser aussi dans ces entreprises. Et puis il y a aussi un emprunt donc, des collectivités.
Donc voilà, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de relancer l'économie d'une façon urgente, d'accompagner les entreprises et puis d'accompagner aussi le pouvoir d'achat des salariés. Voilà. Eric, un complément? Oui, pour compléter ce que dit Patrick, je vois les propositions de nos concurrents sont étriquées. Ils sont dans une logique simplement sauvons les meubles. C'est pas ça. Quand il y a des crises profondes comme celle-là, où chacun s'interroge, où chacun est prêt à se remettre en cause, il faut préparer alors le monde d'après, une expression un peu galvaudée, mais en tout cas, il faut préparer la mutation des entreprises, des nouvelles entreprises ou les anciennes qui vont évoluer. Et c'est pour ça que nous, on parle d'un plan massif avec l'ensemble des fonds consacrés à l'économie sur les 6 ans. Et on ne fait pas un plan de 6 mois. Et donc, c'est très très important d'envisager dès maintenant la phase de l'automne qui va être une phase d'investissement et pas simplement de distribution de fonds à fonds perdus, j'allais dire. Voilà. Et donc, c'est en cela que les 120 millions sont extrêmement importants. Vite, fort, pas de mesurette, il faut aller au fond et on sait que pour préparer les crises, les autres crises, et on en a déjà beaucoup, on n'a pas toujours su réagir, cette fois-ci, il faut vraiment aller au fond. Et d'ailleurs, le président de la République a annoncé pour l'automne une reconstruction de l'économie. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire, alors, transformation, reconstruction. En tout cas, ce n'est pas juste un plan de relance. Il va falloir aller beaucoup plus profondément et c'est pour ça qu'il faut consacrer des sommes importantes. Une de mes concurrentes disait tout à l'heure au débat sur France 3, mais comment se fait-il qu'il y a quelques mois, quand j'annonçais des dizaines de millions pour rénover les écoles, vous trouviez que c'est beaucoup, puis maintenant vous annoncez 100 millions. Mais parce que Madame Vigneault, les choses ont considérablement changé. Parce qu'il y a eu la crise entre-temps. Et que cette fois-ci, on va recourir à l'emprunt, ce qui n'était pas forcément prévu. Nos collectivités sont bien gérées ici. Et donc, c'est de l'emprunt, plus le fonds des collectivités. Et je suis particulièrement bien placé pour savoir quels fonds européens, quels fonds nationaux on va pouvoir mobiliser, en plus des fonds privés, comme l'a dit Patrick. Et en parlant d'investissement, on a un beau capital à Besançon, c'est notre jeunesse. Est-ce que tu pourrais redire un mot là-dessus? Notre jeunesse qui a été pas mal touchée, qui va encore être pas mal touchée par la crise? Ouais, c'est la grosse crainte, hein, parce que tous les ans arrivent 300-400 000 jeunes qui sortent des études et des formations, et dans une période de dépression économique, ça suscite beaucoup d'inquiétudes. C'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement a pris notamment sur la question de l'apprentissage des mesures extrêmement fortes, avec quasiment un financement complet de l'apprenti pour aider ces entreprises artisanales qui déjà ont du mal et qui auraient encore plus de mal à faire venir des jeunes parce qu'elles-mêmes sont en difficulté. Donc avec des plans à 5 000, 8 000 euros, enfin selon l'âge, selon la situation. Donc c'est un plan qui n'a jamais existé pour mettre les jeunes, mettre les pieds à l'étrier. Mais ça, c'est un souci extrêmement important. Il ne faut pas désespérer la jeunesse, quoi, hein. C'est quand on commence dans la vie, si on est déjà un peu en dépression parce qu'on ne trouve pas sa place dans la société. Et donc, dans notre plan de reconstruction de l'économie locale, cette dimension de la jeunesse sera évidemment très importante. Tatiana, tu es un petit peu notre experte internationale sur la liste. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours et comment toi tu conçois cette relance à Besançon à travers ton expérience? Bonsoir tout le monde, bonsoir. Effectivement, j'ai la fibre internationale parce que je suis arrivée à Besançon il y a 20 ans et que ce soit dans le domaine d'enseignement, d'accueil des étrangers en France, dans le domaine économique ou dans le monde associatif, j'ai toujours ce vecteur qui est international, qui, j'estime, permettra aussi de développer nos relations économiques avec nos villes jumelées, parce que j'étais très présente au niveau associatif, entre la ville de Besançon et la ville de Tver, c'est la ville jumelée russe en Russie. Donc j'ai été sollicitée par les élus de notre ville jumelée russe. C'est un exemple que je donne pour montrer exactement le schéma qu'on peut emprunter et qui m'ont sollicité comme tête de pont pour effectivement créer cette relation économique. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est dans ce temps de crise, il faut qu'il y ait une attractivité pour notre ville de Besançon. On a beaucoup de richesses, il faut qu'on crée des emplois, il faut effectivement avoir un réseau énorme pour pouvoir effectivement se renforcer. Et j'ai essayé de répondre à cette demande, donc c'était mon initiative personnelle parce que le monde associatif, les jumelages, et c'est le cœur du jumelage, les relations dans le domaine
culturelle, sportive, mais au niveau d'économie, je remercie Patrick Verdier, ici présent, parce qu'il a effectivement adhéré à ce mouvement. Il a, en tant qu'organisateur des trophées des entreprises, où effectivement il y a des entreprises, des startups, des jeunes aussi, qui viennent montrer ses talents, il a invité la délégation russe. Donc, et en fait, le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que la politique municipale de notre ville, elle doit absolument être aussi internationale pour pouvoir consolider, pour que ce réseau s'ouvre et qu'on puisse attirer les investissements ici à Besançon. Pour moi, ça me tient à cœur. Notre ville, il est trop mal connu dans le monde entier, à l'étranger. Il faut qu'on profite de nos réseaux du jumelage pour vraiment consolider l'économie. Parce que ça, c'est aujourd'hui notre plus important combat. Puis notamment avec la Suisse, avec qui on a des relations privilégiées du fait de la proximité. Tu permets, Mathieu? Oui, c'est très important. rapidement. Ce que vient de dire Tatiana, on a perdu le statut de capitale administrative, c'est à Dijon maintenant. On ne peut pas perdre le statut de capitale économique. Et on a tous l'idéal d'un monde de coopération. Et c'est vrai que ces crises, elles peuvent renforcer la coopération. Mais la compétition est malgré tout là. Et Besançon doit absolument défendre sa place. Et souvent, dans ces situations-là, ce sont les plus forts qui s'en sortent le mieux. L'Allemagne s'en sortira mieux que la France s'en sortira mieux que l'Espagne. Et dans les villes, c'est pareil. Besançon est un peu entre les deux, un peu comme la France en Europe. Donc on a des atouts, on n'est pas trop endetté. Donc il faut mettre le paquet, je réinsiste là-dessus, pour valoriser nos talents, pour garder notre place de capitale économique. Je voudrais juste ajouter que je suis colistière d'Éric Alauzet aussi parce que mes origines, c'est l'Union soviétique, donc j'ai vécu l'époque de communisme. Donc aujourd'hui, je travaille dans le domaine social et en tant que personne du domaine social et qui œuvre pour l'ouverture de notre ville à l'international, vraiment, je trouve que c'est le programme le plus équilibré qui peut vraiment satisfaire les attentes de tout le monde. Ça, c'est ma conviction profonde. Merci Tatiana. Pendant le débat de France 3, vous avez également abordé les sujets de sécurité et des vêtements. Je te propose d'y revenir rapidement, Eric, et puis ensuite on passera aux questions des internautes. Mais finalement, il y a un point commun dans ces trois débats. On voit que à chaque fois, nous sommes dans la position d'équilibre. C'est-à-dire qu'on voit les excès des deux autres listes, une liste très à gauche, qui essaie de vendre l'idée qu'elle est dans l'héritage des listes précédentes. Non, ça n'a jamais été aussi à gauche. Beaucoup de rouge dans cette liste. Et une liste très à droite qui sont dans des excès. D'une manière générale, une liste à droite qui s'occupe d'économie, et à mon avis un peu faiblement, mais qui en plus a des béances sur l'écologie et les solidarités, et de l'autre côté, une liste qui maltraite la question de l'écologie, ou en tout cas qui oublie des pans entiers de l'économie, qui oublie des pans entiers de l'économie. Et sur les sujets des VET, alors sur les VET, c'était étonnant, c'était presque à contre-emploi. On avait un candidat de droite qui voulait garder des champs, là au milieu. Complètement une aberration écologique parce que ça renvoie les habitants à l'extérieur, économique pour l'attractivité, urbanistique parce qu'il faut que les habitants ils soient proches de la boucle. Il veut vendre ce candidat, il faut développer le commerce, mais il faut des habitants en ville. Et puis une écologiste qui elle est complètement ficelée par un projet urbain préparé par son collègue socialiste dans le mandat précédent. Mais ils étaient aux excès, mais finalement à contre-emploi. Et sur la sécurité, c'était un peu la même chose. On a d'un côté une vision très idéaliste, angélique, diraient certains, où il faut travailler sur l'éducation. Bien sûr, il faut travailler sur l'éducation, mais quand les délinquants sont là, il faut bien s'en occuper. Et l'autre qui fait un peu des grandes déclarations de fermeté, de force, pour montrer que vous allez voir ce que vous allez voir quand je vais être là. Et donc nous, on est toujours sur les deux termes. Quand on parle de sécurité, on est sur l'éducation et la prévention, l'apprentissage des règles, la connaissance des règles, le respect des règles, la réussite les uns et les autres pour s'insérer, mais on est aussi, en tant que de besoin, dans la fermeté, dans l'application des arrêtés municipaux et pour traiter la délinquance, les incivilités à minima et la délinquance. Et donc on voit sur ces deux sujets, et sur l'économie, c'est un peu la même chose. Donc nous sommes vraiment dans la position d'équilibre, en position centrale, comme le dit Mathieu, je pense, de l'expérience aussi, de la raison, mais aussi de la conviction et de la détermination. Ça n'empêche pas. Ok, d'accord. Et tu parlais d'Anne Vigneault, on me dit qu'elle est en train de regarder le Facebook Live, donc on lui passe le bonjour.
amicalement. Bon, maintenant je pense qu'on va passer aux questions des internautes. On a Ludovic Billard qui dit: Monsieur Alauzet, il faut que Besançon soit respecté, la nature pour les gens qui bossent en espace vert. Donc la question de la biodiversité à Besançon, je pense. Oui, parce qu'il y a des personnes dont le métier, c'est effectivement d'entretenir les espaces verts. Et on peut comprendre leur agacement, leur frustration, voire leur colère, déjà quand ils font les travaux, de découvrir des déchets ici ou là. Déjà, c'est pas agréable. Parfois, ça peut même être dangereux, hein, quand on voit des masques dans la période épidémique, c'est quand même pas anodin. Et puis quand ils sont passés, qu'ils ont fait l'entretien, que les choses sont dégradées. Donc là aussi, c'est une question de respect. Je pense qu'on a besoin de recréer une société plus bienveillante, plus attentive aux autres. C'est-à-dire considérer le travail de l'autre, considérer les aspirations de l'autre et s'oublier un peu. Voilà, c'est bien de s'émanciper, de réussir sa vie, c'est extrêmement important. Parce que d'ailleurs, on décharge la société quand on fait ça. Mais c'est aussi être attentif aux plus fragiles, au travail des autres, aux impératifs des autres. Voilà. Donc c'est ça, je pense, que notre internaute veut dire, puisque je comprends qu'il fait de l'entretien et qu'il n'est pas toujours très heureux de voir ce qu'il voit dans les espaces verts, et sans parler du risque. D'accord. Une autre question, Monsieur Alauzet, si vous êtes maire de Besançon, que faire pour Planoise en termes de sécurité ? C'est un plan global, la sécurité. C'est éducation, prévention, répression. Et il faut traiter les trois avec la même force, avec la même détermination. Donc, l'apprentissage des règles, l'éducation, la responsabilisation des adultes, des parents en tout premier. Notamment, je veux mettre en place des contrats de parentalité pour que, quand un enfant a commis des actes d'incivilité, voire des délits, la responsabilité des parents soit mise en cause d'un point de vue, pas forcément juridique, elle peut l'être juridiquement, mais nous, politiquement, pour accompagner cette famille, pour que l'enfant soit bien pris en charge et puisse retrouver un chemin plus convenable pour lui et pour la société. La question des enseignants aussi et des policiers, il faut apprendre à respecter les adultes et chacun dans ses missions et dans ses fonctions. Et redonner à la police, et donner à la police des missions plus importantes. Je parlais du travail nocturne, j'ai parlé du travail d'îlotage dans les quartiers beaucoup plus important. J'ai parlé d'un certain nombre de choses, de travailler plus fort sur les incivilités avec des arrêtés municipaux supplémentaires, si nécessaire. Et c'est ce qui me conduit, l'élargissement des missions, le travail nocturne, le travail avec la police nationale, à proposer l'armement. Il y a beaucoup de polémiques autour de cet armement, et puisque Madame Vigneault nous écoute, je lui dis pendant l'émission, mais je l'invite à ne plus faire preuve de sexisme, en caricaturant ce débat-là, au motif qu'on parlerait des armes, que ce serait un symbole phallique. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme moi si je faisais des réflexions sur... je ne les ferai pas justement d'ailleurs, sur les femmes, sur telle ou telle attitude que pourraient avoir les femmes. C'est un sujet, ce n'est pas un sujet d'homme ou de femme, de parler de sécurité, d'armement ou pas. Ce n'est pas un sujet de gauche et de droite. Je citais le cas du maire d'Audacourt, Martial Bourquin, qui a mis en place l'armement municipal, mais ce n'est pas une fin en soi, c'est juste un outil dans une politique. C'est ma politique qui me conduit à cette décision-là. Mais il faut que les policiers, nationaux bien sûr, municipaux, puisque c'est notre responsabilité, soient respectés. Voilà. Et que maintenant, on se moque d'eux, on leur rit au nez, voire on les insulte. Enfin, c'est totalement inadmissible. Donc oui, la fermeté s'impose. Et la bienveillance aussi vis-à-vis de nos jeunes. Il faut tout faire pour que nos jeunes trouvent leur place dans la société, formation, éducation, culture, etc. Il faut être autant déterminé sur l'un et l'autre des deux sujets. D'accord, ok. Dernière question et puis après on clôture. Le centre-ville, on fait quoi? Alors tout à l'heure, le représentant des commerçants, Thierry Dich, dit donnez-moi une mesure. C'était embêtant pour nous tous. Parce qu'évidemment... D'ailleurs, personne n'en a donné qu'une. Oui, parce qu'il n'y a pas un sujet qui se traite par une mesure, ce serait trop simple. Mais on sait aussi ce qu'attendent les commerçants en particulier. On sait ce qu'ils attendent en mesure numéro 1, mais eux-mêmes savent bien que ça ne suffira pas. Ce qu'ils attendent, c'est une gratuité du parking sous une forme ou sous une autre. On a pris cet engagement. On mettra 2 heures gratuits à n'importe quel moment de la journée. Pour l'instant, il y a une tolérance actuellement de gratuité entre midi et 2 pour les restaurants. Mais ça peut être 2 heures à d'autres moments de la journée. Mais parallèlement, on souhaite aussi que les gens prennent de plus l'habitude de venir autrement qu'en voiture. Quand c'est possible, tout le monde ne peut pas. Et donc, on fera parallèlement un
tarif privilégié de bus le samedi et le dimanche à 1 euro pour les adultes et gratuit. Alors pour les enfants de moins de 12 ans, c'est gratuit tout le temps, aussi pour les sorties scolaires. Mais il y a plein d'autres mesures pour le centre-ville. Surtout pas faire un téléphérique auprès de vous. Alors je ne parle même pas du coût, je ne parle même pas d'ailleurs des autorisations qui probablement n'arriveraient jamais, des monuments de France, des bâtiments monuments de France, mais surtout du fait qu'on renverrait les touristes à l'extérieur de la boucle auprès de vous, puisque c'est là que le candidat LR veut faire ses télécabines. Donc les gens se gareraient là, ils monteraient la citadelle, ils redescendraient et beaucoup repartiraient sans même passer en ville. Donc ce qu'il faut au contraire, c'est partir de la boucle qui doit, je prends souvent cette image-là, devenir la boutique, la vraie boutique de la citadelle. Il y a une petite boutique au-dessus, mais la vraie boutique, c'est la citadelle. Et la citadelle, elle se gravit, elle se conquiert, sans armes. Alors ça monte, bien sûr que ça monte, mais notre projet, c'est d'agrémenter l'ascension, de pause, de point de vue, de pédagogie, etc. Et on monte tranquillement, et 9 personnes sur 10 peuvent monter, et puis des petites navettes électriques pour ceux qui ne le pourraient pas. Et l'argent, on préfère le mettre dans l'animation de la citadelle, pour faire vivre cette citadelle, avec, autour de Vauban, de son histoire, enfin, parce que les musées sont un petit peu désuets maintenant. Hein. Bon, le musée La Résistance est en rénovation, tant mieux, les 2 autres musées sont, demandent d'être améliorés. Voilà, donc embellir, améliorer les places du centre-ville. La place Jean Cornet, la place Victor Hugo qui ressemble à rien, disons-le. Pas une place. La place du 8 septembre, le bassin a été débarqué, on y a mis une espèce de revêtement médiocre. Enfin, voilà, c'est pas. Voilà, il faut que les gens puissent venir en ville avec plaisir pour se rencontrer, se poser, en sécurité bien entendu aussi. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais la question du cœur de ville, et on s'en est aperçu quand on a rencontré les gens, c'est crucial pour tout le monde. Les gens ont envie d'un centre-ville dynamique, vivant, joli, où on aime se rencontrer, se mettre à une terrasse, manger, etc. Très bien, merci. Peut-être quelque chose à rajouter par rapport à ce qu'a dit Eric? Non? Eh bien, je pense qu'on peut conclure, Eric. Oui, on a dépassé. Oh oui, on a dépassé, ouais, mais bon. Il fallait s'y attendre. C'était une première. Voilà. Donc on se retrouvera dans les prochains jours. Bientôt, ouais. Ouais, super. Voilà, pour d'autres. En tout cas, nous sommes très heureux d'échanger avec vous et puis posez-nous plein de questions. Voilà, moi j'adore débattre, donc. Voilà. Et à très bientôt. Merci la technique, merci à tous. Merci. Et puis à bientôt pour un prochain débrief. débrief. Merci à tous nos invités et colistiers. Merci à toi, Mathieu.